enregistré. C'est pour permettre aux ceux qui n'ont pas pu assister en direct de revoir les informations que nous allons partager avec vous ce soir. Est-ce qu'on a des nouvelles de Didier? Non. Je lui ai envoyé un SMS, Okay. j'ai pas eu de retour. Voilà. OK, pas de souci. Bon, je me représente d'un coup à tout le monde. Donc, je m'appelle Amy Wells. Je suis enseignant-chercheur ici à l'Université d'école Normandie depuis 2012. Je suis je suis texane, je viens de Dallas et quand j'avais 11-12 ans, j'ai décidé que j'allais vivre en France. Et donc, je suis venue en France pour la 3e fois en 2003 et je me suis y installée depuis. Je suis la responsable de masters, de les 3 masters, de l'offre de masters langues étrangères appliquées ici à Caen. Vous allez voir ici sur le diapo, M. Flattes, qui est le responsable de EPE, expert en projet européen. Madame Garcia Garrido, qui est la responsable de la formation Masters 1. Monsieur Le Goupil, que nous espérons on va arriver à le voir bientôt, qui est le responsable de développement durable et stratégie de communication. On a quelques collègues qui ne sont pas avec nous ce soir parce qu'ils ont d'autres responsabilités. Mais Madame Linsing est notre référent formation continue. Monsieur Lecroix est notre agent de scolarité et gestionnaire de scolarité. Et Madame Deslandes-Simon est notre référent financier pour la formation continue. Donc, on va commencer avec une petite photo de notre promo M2 actuel. C'est les 3 parcours confondus. Ça, c'était pris quand on avait fait notre journée d'intégration. Effectivement, on avait fait la visite de Calvados Experience pour comprendre quel est le marché de Calvados en France et au niveau international, comment le Calvados est produit, pourquoi il y a un AOP, quelles sont les différentes qualités de Calvados, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est fédérateur, les boissons, les spiritueux en Normandie, c'est un produit régional. Mais pour chacun de nos parcours, il y a un intérêt ou une question. Pour les étudiants en DDSC, on peut se positionner sur l'élevage bio ou autre. Et pour les EPE, on est sur les collaborations européennes, les conventions, les projets régionaux et européens. Et pour les implantations des entreprises à l'international, parce que j'ai oublié de dire, je suis aussi la responsable de IUI, on est sur l'import-export des produits et puis dans ce cas-là, sur l'export du Calvados, pommeau, jus de pomme, cidre, partout dans le monde. Donc, on a bien profité de cette visite à l'expérience Calvados. Vous n'aurez pas forcément la même visite, mais nous espérons pouvoir garder la tradition des journées d'intégration pour nos M2. Parce que ce soir, on parle de comment est-ce que la formation fonctionne en M1 et comment ça fonctionne en M2 parce que ce n'est pas forcément pareil. Alors, on a dit, on a DDSC, donc on est vraiment sur la transition écologique, on est sur l'accompagnement des structures publiques ou structures privées, on est sur le CSR, la façon dans laquelle les entreprises vont démontrer leur responsabilité sociale envers leurs consommateurs ou leurs clients ou les usagers. Je cherche juste rapidement si on va avoir M. Le Goupil. Agueda, j'ai eu ton message. On pourrait peut-être lui dire que c'est pas trop tard. Je suis arrivé. OK, coucou. Désolé, j'ai été retenu. Et donc, merci Agueda pour ton message. Donc, j'ai fait le nécessaire. Je vous prie de m'excuser. Il n'y a pas de souci. J'étais concentrée, j'étais aussi en train de revoir un petit peu ce que nous allons dire sur l'M1, donc je n'ai pas pu te répondre, désolée. Didier, je te laisse dire une phrase comme on va revenir donc tout au long de cette séance ensemble. On va vous parler des objectifs, des missions de stage typiques, des structures typiques pour chaque parcours. Mais Didier, déjà une phrase sur DDSC, s'il te plaît.
Oui, alors DDSC, c'est développement durable, stratégie de concertation et de communication. Donc nous formons des étudiants qui occuperont des postes de chargés de communication, de chargés de projet, mais qui également mènent de la concertation et du débat public, par exemple sur le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire, en l'occurrence, et sur d'autres sujets également. Voilà un peu le cœur de notre formation. OK, merci. Alvaro, EPE? Oui, EPE, ça veut dire expert en projet européen au service du développement local. Et c'est une formation qui prépare à des métiers comme chargé de projet européen ou European Project Manager ou chargé des relations internationales. En fait, ce qu'il faut tenir en compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a des investissements de l'État pour le financement de tout genre de projets qui concernent tous les aspects de notre vie en société et que ça doit être compensé par les financements européens. Mais justement, pour pouvoir trouver et piloter les projets financés par ces financements européens, il faut une formation comme la nôtre. OK. Moi, je vais vous parler de IUI, donc implantation des entreprises à l'international. J'avais mis comme photo, c'est vrai qu'on a gagné un prix cette année. Nos étudiants participent dans le concours qui s'appelle Prix à la vocation internationale, qui est sponsorisé par la Chambre de commerce des entreprises exportantes. Dans ce cas-là, c'était un prix au niveau régional et puis aussi un prix au niveau national. Nos étudiants vont vraiment étudier des stratégies, des processus. Ils vont avoir des outils pour accompagner les entreprises de l'A à Z dans leur développement international. Donc, souvent, on pense de l'accompagnement à l'export, mais ça peut être plein d'autres choses. Voilà. OK, je vais passer la parole à Agada, qui est la responsable, comme j'ai dit, de la formation Masters 1. Va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Agada? On a peut-être un petit bug. Excusons-nous. OK. OK. Ce qu'on va faire, on va revenir un petit peu. Oui, je crois que je parlais seule. Excuse-moi. OK, oui, J'ai parce fait qu'on une a dit, introduction, on a perdu Agada. Non, Vas-y, c'est le Agada, on micro qui t'écoute. voilà, On qui était t'écoute. sous silence. Désolée. Je recommence. Je ne sais pas si vous avez OK. entendu quelque chose. Non, on n'a rien entendu, donc Rien la du tout. parole est à toi. D'accord. Voilà. Désolée. Alors, je disais que j'étais Agueda García Garrido, maître de conférences en civilisation espagnole, en LEA à l'Université de Caen depuis 2011. Et depuis 2011, je suis responsable de la première année du master en tant que responsable pédagogique. Donc, j'ai vu pas mal des changements au sein de la formation et différentes maquettes qui ont eu pour but l'amélioration de notre formation. Donc, je vais essayer d'être très bref puisque je pense que vous avez beaucoup de choses à dire sur les Master 2. Tout ce que nous pourrions dire déjà se trouve sur le site web de notre université, mais pour faire un petit résumé, le Master LEA s'est défini comme un diplôme professionnalisant, ça c'est très important, à forte connotation internationale, notamment pour les étudiants IEI. Ils puissent, dans des matières telles que le droit, l'économie, la géographie, la sociologie, dans l'optique de nourrir des savoirs pratiques dans une approche interdisciplinaire. Donc là, j'insiste sur plusieurs mots, le mot professionnalisant, les mots international et les mots interdisciplinaires. Ce sont des éléments que l'on retrouve notamment dans la première année du master, qui est
j'insiste, vous insisterez par la suite, qui est une année, disons, une année plus générale dans laquelle il n'y a pas vraiment une formation, on n'offre pas une formation spécifique à chaque parcours. Il y a un grand tronc commun, donc il y a pas mal de matières qui sont communes aux 3 parcours. Alors, le point fort de cette filière, de ce master, s'applique dès la formation initiale au cursus des étudiants et ainsi que parties prenantes. Je dirais que ces points forts sont principalement la vocation professionnelle, tant théorique que pratique, le caractère pluridisciplinaire, hein, je reviens sur ce que j'ai déjà souligné, ces caractères pluridisciplinaires des enseignements. Il y a au moins 2 langues vivantes étrangères à parité, le droit, l'économie, la gestion, le TIC, système d'information, maintenant ça s'appelle comme ça, et des cours des communications. Le partenariat entre université et intervenants du monde professionnel. Et pour finir, il y a une énorme importance donnée à la mobilité des étudiants dans le cadre d'accords internationaux et aussi, il y a un stage à faire au second semestre. Le master LEA propose des enseignements assurés par à peu près 30-40% des professionnels de terrain. Il y a 2 PAST. En ce moment, il y a un PAST rattaché au parcours EPE et DDSC. Ces intervenants sont également présents en Master 2, donc il y a une sorte de continuité dans les matières imparties et également dans la méthodologie. À cette équipe professionnelle pluridisciplinaire et professionnalisant doivent s'ajouter les conférenciers. Il y en a pas mal, notamment en Master 2, mais ça, c'est à vous, mes collègues, de l'expliquer. Ce qu'on peut dire d'autre, peut-être sur la particularité de la première année, c'est que le premier semestre, entre septembre et décembre, ça se déroule à l'université de Caen, et le second semestre se déroule impérativement à l'étranger, à l'exception des étudiants étrangers, puisque le master accueille tous les ans un certain nombre d'étudiants étrangers pour lesquels la France, c'est déjà un pays étranger. Donc, ils ne sont pas obligés, ils peuvent le faire, mais ils ne sont pas contraints ni obligés de partir à l'étranger s'ils ne le souhaitent pas. Et c'est la même chose pour le stage. Il faut faire un stage obligatoirement à l'étranger, impérativement à l'étranger, mais les étudiants qui viennent d'autres universités dans le cadre d'un échange et interuniversitaire peuvent également faire leur stage en France. Sous les partenariats, il y en a quand même pas mal, il y a à peu près une quarantaine de partenariats, voire plus, en Europe et aussi en dehors de l'Europe. Je ne rentrerai pas dans ce terrain puisque nous avons une responsable des échanges internationaux qui pourrait éventuellement à la rentrée donner davantage d'informations et des données spécifiques à chaque destination. Je dirais tout simplement que voilà, tous les étudiants reviennent au second semestre avec un bagage très riche, avec des bons résultats académiques et surtout prêts pour intégrer le Master 2. Concernant le stage, la majorité de la promotion est inscrite dans l'option 1 qui consiste à faire un échange universitaire auprès d'une universitaire d'accueil, une université d'accueil, et ensuite un stage de 8 semaines. Ça peut être plus, mais en fonction, tout dépend de la durée
du calendrier de l'université d'accueil, des disponibilités. Il y a des étudiants qui partent très tôt dans l'année, au mois de janvier, qui finissent très tôt, au mois de mai. S'ils ne doivent pas faire, s'ils ne font pas de rattrapage, ils peuvent commencer un stage dès le mois de mai. Donc, dans ces cas-là, les stages éventuellement peut être un peu plus longs. Et autrement, les stages doivent se limiter à l'été, au mois de juin, juillet, août. Aucun stage ne peut aller au-delà du 5-6 septembre. Et à la fin, il y a une soutenance dans les cas des étudiants qui n'ont pas validé le stage, une soutenance de rapport de stage au mois de septembre avec le reste des évaluations de l'année. Voilà, je pense que je suis allée un peu vite parce que voilà, la première année est une année plutôt générale, donc les aspects, les éléments plus précis, plus particuliers sont à mentionner pour le Master 2. Donc, je vous donne la parole. OK, merci beaucoup, Agatha. Effectivement, je voulais qu'on fasse bien la distinction entre le tronc commun de Masters 1 et puis comment ça se passe en Masters 2. Parce que même s'il y a beaucoup de cours mutualisés en M1, vous êtes quand même dans votre parcours. C'est juste que ça se peaufine de plus en plus en deuxième année. Alors, Didier, pour le Master 2, qu'est-ce qu'on fait en DDSC? Alors, en DDSC, donc, en deuxième année, c'est le moment de la professionnalisation, donc une certaine spécialisation. Ça reste malgré tout, comme les deux autres parcours, du montage de projet, de la conduite de projet également, alors lié au développement durable. Et on parle maintenant davantage d'ailleurs de transition écologique, hein, puisque développement durable commence à être une notion un peu datée. Donc là, on est engagé dans autre chose que le constat du réchauffement climatique et de la dégradation des ressources. On est dans l'action et les remèdes, on va dire. Et donc, les étudiants que nous formons, effectivement, montent des projets, alors à des échelles diverses, souvent quand même à l'échelon local, à l'échelle des collectivités locales. Il y a des points communs d'ailleurs avec le master EPE, puisqu'il y a aussi des fonds européens qui visent à la transition écologique, et donc nos étudiants sont amenés également à travailler sur les fonds européens, justement pour soutenir, accompagner la mise en place de projets de développement durable ou de transition. Alors la spécificité quand même du master, ce ne sont pas des techniciens, ce ne sont pas des spécialistes du climat, ils sont ni climatologues, ni géographes, etc. En revanche, on essaye de donner à nos étudiants une culture générale sur les questions non seulement environnementales, mais le développement durable, ce n'est pas que l'environnement, c'est aussi les aspects sociaux, les aspects économiques, par exemple l'économie sociale et solidaire, et tout ce qui peut même parfois s'approcher du domaine humanitaire, c'est-à-dire dans le domaine, par exemple, de la RSE, hein, de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, etc. Alors, bien que ce ne soit pas des spécialistes d'une question en particulier, notre formation leur donne une culture générale quand même très approfondie, puisqu'il y a des cours notamment d'environnement qui sont dispensés par des géographes, notamment certains d'entre eux sont membres du GIEC normand, par exemple. Il y a aussi une formation en économie sociale et solidaire. Il y a une formation depuis cette année sur la RSE. Il y a une formation sur les grands enjeux environnementaux, etc. Et puis des cours également pour comprendre la manière dont les territoires sont structurés, c'est-à-dire dont l'administration aussi est structurée, comment se fait la répartition des pouvoirs, etc., pour avoir une bonne connaissance en fait de ce qu'on surnomme parfois de manière un peu péjorative le millefeuille administratif, c'est-à-dire s'y reconnaître dans la répartition des compétences politiques, hein, puisque une partie quand même des débouchés sont plutôt vers le public, vers les collectivités, etc. Voilà. Et puis la spécialité, donc c'est plutôt la communication. Donc mettre en place des plans de communication, accompagner une entreprise, une ONG
ou une collectivité dans la communication sur des projets de développement durable. Je vais prendre des exemples concrets, je pense que ça va être plus simple. Lors d'un stage l'an dernier, par exemple, une de nos étudiantes a fait son stage au conseil départemental du Finistère et travailler pour la mise en place du tri des déchets à la source, c'est-à-dire de faire en sorte que ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles, le sac noir, soit divisé quasiment par deux, par notamment la distribution de composteurs aux habitants et puis tout un tas d'actions comme ça qui étaient menées sur le territoire par le conseil départemental pour essayer de collecter ces déchets à la source, puisque là, ils peuvent être valorisés, hein, contrairement aux déchets du sac noir qui sont soit enfouis, soit incinérés, et donc de pouvoir réduire comme ça de manière très importante, hein, puisqu'on était entre vraiment aux environs de 50% du volume global, donc avec un allègement en plus pour les habitants des frais, hein, c'est-à-dire que ça leur coûte moins cher, leur redevance baisse, et donc notre stagiaire a fait le plan d'action, hein, c'est-à-dire qui consiste à la fois dans la planification des actions, évidemment en accord avec les élus, mais aussi tout le plan de communication, les flyers qui étaient distribués aux habitants, les réunions publiques, etc. C'était un stage extrêmement riche où pendant 6 mois, en fait, elle a été responsable d'un projet d'une ampleur d'un niveau quand même départemental. Voilà typiquement en fait les fonctions que nos étudiants peuvent exercer. Et puis, il y a aussi la partie concertation, c'est-à-dire là aussi le débat public, la concertation notamment, je ne sais pas, par exemple, en ce moment, le grand sujet, c'est l'implantation de l'éolien en mer. Hein, donc, nos étudiants participent, enfin, en tout cas, travaillent sur cette question-là, et certains d'entre eux vont être amenés à faire partie des comités et autres qui vont ensuite aller rencontrer les habitants pour une co-construction de ces projets. C'est extrêmement varié, mais disons que les compétences sont des compétences de communication, alors au sens large, hein, puisqu'ils peuvent être amenés aussi même à concevoir des documents d'un point de vue graphique. Bon, ils travaillent souvent avec des agences, mais concevoir des visuels, poster sur les réseaux sociaux, faire de l'information vers les habitants. Certains de nos étudiants font aussi, pendant les stages, de l'éducation à l'environnement. Alors, c'est auprès de publics divers et variés, des enfants, donc ça peut être en milieu scolaire, ça peut être au niveau des quartiers. Certains ont animé, par exemple, des ateliers de cuisine pour lutter contre le gaspillage alimentaire, enfin des choses comme ça. C'est-à-dire que les champs d'intervention sont nombreux, sont vastes. Voilà, et du coup c'est une formation suffisamment généraliste. La spécialisation se fait vraiment, mais je crois que ce sera vrai pour les 3 parcours, au moment du stage, puisque c'est un stage de 6 mois, hein, et que en fonction du stage que nos étudiants choisissent, ils choisissent un domaine, c'est-à-dire qu'on sait déjà un petit peu pendant l'année lesquels vont être plutôt attirés vers les structures publiques et donc les collectivités ou les agences de l'État comme l'ADEME ou l'Agence de la biodiversité, lesquels vont plutôt avoir une sensibilité qui les emmène vers les ONG, hein, vers les associations, le monde associatif, et puis ceux qui sont plutôt attirés par les entreprises et qui vont plutôt travailler sur les politiques RSE des entreprises pour essayer de réduire leur impact environnemental en général ou leur impact social. Hein, donc ce sont des profils qui se dessinent pendant le stage. Je dois dire que la poursuite après les études est plutôt un sujet de satisfaction pour nous, et je pense parler au nom des 3 parcours, puisqu'on a un taux d'insertion qui est quand même très intéressant. Lors de la soutenance, de la remise des diplômes, en moyenne, on avait à peu près la moitié de nos étudiants qui avaient trouvé un CDD ou un CDI. Certains avaient vu d'ailleurs leur stage se transformer en CDI, hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait preuve de professionnalisme pendant leur stage et les structures les ont gardés. Hein, donc, bon, ce sont des domaines, hein, où il y a effectivement de l'offre, hein, il y a des besoins en personnel formé, et donc du coup, il n'y a pas tellement les soucis. Alors ensuite, évidemment, hein, tout le monde n'a pas forcément trouvé, mais disons que dans l'année ou les 18 mois qui suivent la délivrance de diplôme, on a 100% d'insertion professionnelle en général. Voilà, que je ne sais pas trop quoi dire. Après, évidemment, le détail des enseignements est en ligne, hein, sur le site. Il y a beaucoup de choses pour voir un petit peu la maquette. Mais disons que voilà, ce sont des sujets, des problématiques de développement durable abordées sous l'angle de la communication et de la concertation, si on veut résumer.
Voilà, OK. j'espère qu'on va avoir donné suffisamment d'informations. Bah, Didier, de toute façon, on va revenir plus tard dans d'autres diapos sur les types de missions, les types de Oui, structures, donc il y aura l'occasion de préciser encore un peu plus. Là, on est vraiment sur qu'est-ce qu'on vise dans la formation. Alvaro, vas-y, dis-nous pour EPE. Oui, je vais être très bref. Je pense que j'ai peut-être très bref parce qu'en réalité, par rapport au parcours de DDC, je pense que même par rapport aussi au parcours IEI, nos étudiants visent des métiers beaucoup plus précis, probablement que les deux autres parcours. En fait, ce parcours s'adresse à une niche sur le marché du travail, mais qui est une niche qui est de plus en plus riche et dont les besoins des nouveaux travailleurs sont de plus en plus importants. Je vais vous donner simplement un chiffre. Au moment de la remise des diplômes, 17 étudiants sur les 21 du parcours EPE avaient déjà été embauchés. Et aujourd'hui, quelques 4 mois après, tous sont en poste. Tous nos anciens étudiants de l'année dernière travaillent. Donc, c'est vraiment une niche qui concerne justement la gestion, les montages, parfois les contrôles des projets européens. Quand je parle des projets européens, je parle aussi, et ça par contre je dois l'avouer, il s'agit d'une diversité des programmes européens qui existent. Vous connaissez probablement sans doute l'un des plus connus, c'est Erasmus+, mais Erasmus+, n'est qu'un programme européen. Et il y en a beaucoup d'autres qui concernent par exemple le financement de la recherche, ça c'est Horizon Europe, qui concernent le financement justement d'éléments liés au développement durable, ça c'est le programme LIFE pour l'essentiel. Nous avons aussi les programmes de coopération régionale comme Interreg, les programmes, les fonds de cohésion et les fonds de développement régional comme FEDER, les fonds pour la pêche comme FEADER, comme FEAMP, les fonds pour l'agriculture, comme FEADER, les fonds sociaux européens. Bref, il y a énormément de programmes européens qui servent à financer pratiquement toutes les structures ou toutes les différentes initiatives que les pouvoirs publics peuvent avoir en France. Et donc, si vous voulez par exemple construire aujourd'hui une route, que vous voulez construire une école, que vous voulez financer un projet de recherche, vous allez avoir besoin d'un financement européen. Mais pour faire ça, pour être capable d'obtenir ces fonds et pour être capable de suivre et de gérer les projets, il va vous falloir en effet une connaissance des montages et de gestion des projets européens, mais vous allez aussi devoir maîtriser plusieurs langues étrangères, l'anglais d'abord, bien évidemment, mais aussi très souvent une deuxième langue étrangère, et vous allez devoir avoir des connaissances du fonctionnement de l'Union européenne, d'économie de l'Union européenne, du droit de l'Union européenne, des collectivités territoriales en France. Et donc, toutes ces connaissances-là, c'est notre formation qui vous prépare, qui vous permet de les obtenir, les connaissances, et qui vous prépare aussi à être capable de les mettre en place à travers des compétences que vous allez acquérir aussi. Donc voilà, je pense que pour l'essentiel, peut-être dans les prochaines parties de diapo, je développerai d'autres questions. OK, parfait. Et c'est vrai ce que Alvaro vient de vous dire. En EPE, on va être vraiment sur des postes ou sur une marché de niche. En IUI, ça va être une formation qui s'applique à plusieurs secteurs différents. On a des étudiants qui travaillent dans l'agroalimentaire, tout ce qui est luxe, pharmaceutique, et on est beaucoup en ce moment sur les services, on va dire les services dématérialisés. Même cette année, une tendance, c'est que j'ai 2 étudiantes qui ont travaillé même pour les agences immobilières qui sont virtualisées. J'ai déjà dit ma phrase que je dis tout le temps, accompagner les entreprises de l'A à Z, mais je pense que c'est important parce que c'est vraiment ce qu'on va travailler en M2. C'est-à-dire qu'on va faire aussi l'analyse des risques. Il faut qu'on décide, est-ce que c'est un go ou un no-go? Est-ce que le projet est viable? Par le biais du concours PVI, que je vais en révoquer encore dans quelques diapos,
Les étudiants vont accompagner une entreprise normande sur leur projet d'implantation à l'international. Des fois, une entreprise, ils ont deux pistes. Ils disent, est-ce que je vise l'Europe ou est-ce que je vise l'Afrique? Et on va travailler et faire le nécessaire pour aider l'entreprise à trancher quel marché est le plus adapté à leurs produits ou leurs services. Donc, c'est tout ça, la prise de décision stratégique et aussi la mise en place des outils financiers, parce qu'il faut bien comprendre comment faire ça. Surtout maintenant, on sait qu'il faut qu'on prête attention aux questions environnementales, même si on est sur des projets d'export ou import. Donc, on veut être le plus stratégique possible quand il faut aider à établir un processus pour l'expansion d'une entreprise à l'international. Donc, on est vraiment sur ce secteur. OK, je vais dire 2 mots sur la différence entre formation initiale ou formation continue. C'est vraiment juste pour que cette information circule entre les étudiants. Il faut savoir que la Masters 1 est accessible uniquement en ce qu'on appelle formation initiale et ça, c'est pour la majorité des étudiants. C'est-à-dire que si vous avez une licence en poche, ou notre M1 ou un diplôme équivalent, vous avez travaillé en langues étrangères, géographie, AES, histoire, économie, tourisme, vous avez la possibilité de postuler en Masters 1, qui est vraiment ce tronc commun qu'on a déjà vu ensemble avec Garcia Garrido. Madame Garcia Garrido, il faut absolument un bon niveau B2 minimum de langues étrangères et anglais obligatoire. Après, pour notre formation M2, les personnes qui ont déjà eu une expérience professionnelle de plusieurs années, qui a déjà des diplômes par ailleurs, peut entrer en contact avec Madame Linsing pour voir si leur profil correspond à un recrutement par la formation continue. Donc, Simona, on avait parlé un petit peu de votre cas. Je vais vous conseiller de prendre contact avec Madame Linsing pour voir si vous êtes éligible pour cette deuxième type de recrutement qui s'appelle formation continue. Faut pas avoir peur, on voit tarif environ 5 000 €, mais ce qu'il faut savoir, c'est Oui, j'ai eu peur. il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a d'autres dispositifs. Ça dépend sur plusieurs choses dans votre dossier. Donc, on va voir. Peut-être c'est une possibilité pour vous, mais sinon, vous allez aussi probablement avoir la possibilité de postuler au Masters 1. Je vais juste expliquer que nous avons cette possibilité pour les personnes qui ont déjà eu l'expérience de travail de plusieurs années de postuler via la formation continue. En fait, pour toute l'équipe pédagogique que vous rencontrez ici ce soir, notre priorité, c'est que nos étudiants trouvent un poste qui corresponde à leurs envies personnelles et professionnelles après la formation. Techniquement, une fois que vous avez votre master's en poche, vous êtes embauchable. Monsieur Le Goupil, Monsieur Flattes, ils ont parlé de taux d'insertion. Je ne l'avais pas dit pour IUI, mais ça rejoint ce qu'ils ont dit aussi. On a notre promo 2015, tout le monde est 100% employé. Au moment de la remise de diplôme, on avait des étudiants avec CDI, CDD, VIE. Nos étudiants, ils trouvent leur place, ils intègrent bien la vie active. Et on insiste sur ça parce que nous essayons de mettre en place des activités pédagogiques qui vous préparent pour l'avenir professionnel. Didier, je te laisse parler un petit peu de le voyage d'études et le terrain que vous faites. Oui. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser qu'il y a de nombreux professionnels qui interviennent dans la formation. Et il y a notamment une collègue qui est PAST. Alors, PAST, c'est quelqu'un qui travaille à l'extérieur, qui a un travail à plein temps et qui assure un mi-temps en plus d'enseignement à l'université. Donc, cette personne s'appelle Madame Le Calvez. Elle est directrice de publication d'un magazine qui s'appelle Village et elle est spécialiste en fait des territoires ruraux
Elle connaît très bien la Normandie, elle a un très grand réseau également parmi les élus, parmi des responsables d'entreprise, parmi des gens qui sont aussi dans des associations, des ONG. Et cette connaissance du terrain nous permet d'organiser, alors en général c'est sur 2 jours, un voyage d'études sur un territoire, en général dans la région pas très loin de Caen, hein, donc ce n'est pas un voyage aussi exotique que le voyage à Bruxelles. On ne fait pas un voyage international, mais il faut dire que, en fait, beaucoup de débouchés aussi sont locaux, hein, c'est-à-dire que comme les besoins sont partout dans les régions en termes de développement durable, on regarde un petit peu les initiatives, on regarde ce qui se fait. Donc on va dans une commune et puis on rencontre à la fois des élus, les agents de développement économique, les gens qui sont responsables du développement durable, et puis on observe en fait ce qui se font, les réalisations qui sont faites sur place, par exemple la construction de bâtiments municipaux qui répondent à des contraintes environnementales fortes, etc. Et puis tout ce qui contribue en fait au développement d'un territoire en accord avec la transition écologique. Voilà en quoi consiste ce voyage. Donc ça fait l'objet aussi d'un travail des étudiants qui font une restitution, etc. Et puis le moment fort, peut-être le deuxième moment fort de l'année, c'est en mars, l'organisation d'un colloque donc, que nous faisons tous les ans. Les années précédentes, il a été parfois co-organisé avec les étudiants de PE. Cette année, nous faisons chacun notre séminaire, notre colloque, et il portera cette année sur la biodiversité. Alors, ça dure une journée, et c'est l'occasion de se rencontrer justement des élus et puis les autres acteurs de la problématique. L'an dernier, on avait travaillé sur la mobilité. Donc voilà, on a à la fois des acteurs privés, des acteurs publics, des élus, des chercheurs, etc. Et puis c'est une journée d'échange. Alors la particularité, c'est que ce sont les étudiants qui l'organisent. Donc évidemment, on les accompagne dans cette organisation, mais pour le plan pratique, hein, c'est eux qui réservent la salle, qui s'occupent du café le matin. Ils le font pas, hein, mais ils s'occupent de commander tout ça. Et puis surtout, ils font le fil conducteur de la journée. Donc, ils sont amenés à faire de l'animation, c'est-à-dire des interviews, puisque notre séminaire se déroule sous forme de table ronde, donc avec à chaque fois 3 ou 4 personnes, des spécialistes, etc. Et ce sont nos étudiants qui passent le micro, qui posent les questions, etc. Et cette année, ils vont même faire des interventions de quelques minutes, des présentations sur des sujets liés à la biodiversité. Donc, c'est vraiment quelque chose que nos étudiants organisent vraiment de A à Z. Et c'est les retours qu'on a, c'est que c'est quelque chose de très, très formateur. C'est-à-dire qu'ils apprennent leur futur métier aussi, puisque certains, en fait, là aussi, dans les métiers, il y a aussi un peu d'événementiel. Hein, c'est-à-dire que la participation à des salons, par exemple, des choses comme ça, fait partie des compétences qu'ils doivent acquérir. Donc, ce colloque est l'occasion un petit peu de toucher à tout, d'organiser en amont, de manier les rétro-plannings sous toutes les formes et de savoir, par exemple, faire des invitations, etc. Donc, aussi bien les aspects de communication qu'ensuite, le jour du colloque, les aspects d'animation proprement dit. Et puis, l'intervention de professionnels, mais ça, c'est vrai dans les 3 parcours, alors, qui sont en proportion variable selon les parcours, mais toujours au moins un tiers, hein, parfois même plus. Puisqu'il y a aussi des gens qui ont la double casquette, comme notre collègue Past, qui est à la fois une professionnelle et une enseignante. Voilà donc je dirais les points forts et ce qui fait en fait la professionnalisation. L'autre aspect aussi du colloque dont j'ai pas trop parlé, c'est qu'on sait que dans ces métiers, ce qui compte, c'est d'avoir un bon carnet d'adresses et un bon réseau, puisque là aussi, les débouchés professionnels, certes, il y a le diplôme, les compétences, mais cette année de master, c'est aussi une année où nos étudiants rencontrent beaucoup d'acteurs du développement durable de Normandie et eh bien, ça leur permet déjà de construire leur réseau professionnel pour la suite. Donc, c'est aussi une opportunité de rencontrer, y compris d'ailleurs des fois des élus, hein, aussi qui ont de grandes responsabilités à la région ou ailleurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai d'autres choses à ajouter sur ce point. Didier, j'allais justement te demander la date de la conférence de colloque cette année. Et est-ce que c'est ouvert aux étudiants s'ils souhaitent? Absolument.
OK. C'est ouvert et il y aura simplement, il faudra se connecter en ligne pour s'inscrire, OK. pour qu'on puisse prévoir aussi pour la logistique. Ça se passe dans un amphithéâtre, donc c'est l'amphithéâtre qui s'appelle Canopée. C'est en haut du campus, c'est là où était le CRDP auparavant. Voilà, donc derrière pour ceux qui connaissent, derrière le restaurant universitaire B, celui qui est fermé actuellement, qui est en travaux, et c'est le 16 mars. Voilà, OK. ça commence à 9 h, ça se termine vers 13 h. Très bien. Mais c'est absolument ouvert et effectivement, ça peut être une bonne idée que les étudiants qui seraient intéressés par le parcours viennent assister au colloque. Ça leur permettra de voir un petit peu, non pas le point de départ de nos étudiants de M2, mais un peu leur point d'arrivée, puisqu'on est dans les dernières semaines de cours, avant le stage, et de mesurer peut-être le chemin parcouru entre la fin de la licence et puis le mois de mars du M2, puisque c'est souvent, c'est pas pour jeter des fleurs à nos étudiants, mais c'est souvent les progrès sont souvent assez spectaculaires et on a en face de soi des gens qui sont déjà professionnels, en tout cas qui en ont les codes. Je vois qu'Ismaël a une question. Ismaël, c'est une question pour M. Le Goupil en DDSC. C'est ça. Est-ce que vous pouvez répéter les dates parce que ça a coupé entre-temps? Oui, alors c'est le 16 mars. Ah, d'accord. Voilà, 16 mars, c'est de 9 h à 13 h. Le mieux, ce sera d'aller sur le site du master, puisque l'information sera relayée en ligne, de façon à ce que vous puissiez vous inscrire si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez me contacter directement. D'accord, ça marche. Et le lieu? Alors, le lieu, c'est l'amphithéâtre, c'est Canopée. Et donc, Canopée, c'est en haut du campus, c'est à l'ancien CRDP. Donc, c'est derrière le Rubé, c'est près de la résidence des Peupliers, si ma mémoire est bonne. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. Donc, nos étudiants en DDSC organisent ce colloque sur place. Les étudiants en EPE ont aussi un projet similaire, mais on sait que les étudiants en EPE, ils partent à Bruxelles. Alvaro, dis-nous tout. Oui, merci. En fait, je vais revenir rapidement parce qu'en effet, je remercie M. Le Goupil puisqu'il a déjà expliqué certains aspects qui caractérisent le parcours de DDSC, mais aussi le parcours EPE et IEI aussi. Par exemple, le fait qu'il y ait une bonne partie des cours qui sont dispensés par des professionnels. Nous avons la chance aussi dans les parcours EPE d'avoir une PAST, c'est-à-dire une enseignante qui à la fois est professionnelle et donc qui occupe la moitié de son temps à enseigner à l'université. Et dans notre cas, nous avons la double chance puisqu'il s'agit d'une ancienne étudiante du master EPE d'il y a une quinzaine d'années, Madame Toffoni, qui travaille pour l'Agence de développement de la Normandie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Master EPE, c'est une formation relativement ancienne, puisqu'elle a été créée en 1999. Et donc, nous avons l'avantage d'avoir un grand réseau de plus de 400 anciens que je pilote. Et ils sont tout le temps en train de m'envoyer des offres d'emploi ou des offres de stage qui sont très utiles pour nos étudiants actuels ou pour nos anciens étudiants. Donc, je pense que ça, c'est une grande richesse. Les deux autres parcours ont aussi des réseaux d'anciens, mais nous, vraiment, nous tirons beaucoup d'avantages de ces réseaux dans les trois parcours. Et puis, en effet, une spécificité du parcours EPE, c'est qu'il faut connaître, si vous voulez, l'envers de la médaille. Et donc, nous partons tous les ans une semaine à Bruxelles pour visiter les institutions européennes. Si vous voulez, les voyages est financé par les masters pour tous les étudiants, aussi bien les trajets que les 4 nuits que nous passons à Bruxelles, puisque nous partons un lundi et nous rentrons un vendredi, et aussi les repas du soir, etc. Et donc, nous visitons les principales institutions, c'est-à-dire la Commission européenne, le Parlement, mais aussi les comités de région, les comités économiques et sociaux européens. Et nous visitons aussi d'autres structures et cela nous permet de faire un certain nombre de contacts. D'ailleurs, Bruxelles attire dernièrement beaucoup les étudiants du Master EPE puisque dès la dernière promotion, il y a 4 étudiants qui sont actuellement en train de travailler à Bruxelles. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et à la Commission européenne,
nous allons recevoir, nous allons assister à des conférences et l'une des conférences va être donnée par une ancienne étudiante du master d'il y a 3 ans. Hein. Donc, je pense que c'est en effet un point important de notre parcours, mais nous avons en effet aussi beaucoup de concomitances aussi par rapport au parcours de DSE, hein, notamment par rapport à l'organisation de notre colloque qui aura lieu les 16 et 17 mars cette année à la MRSH, et aussi par rapport en effet à la présence des professionnels dans nos cours. Pardon, excusez-moi, Alvaro, tu as dit le 17 mars ou le 7 mars pour la journée? En fait, les 16 et 17 mars, c'est une colloque sur 2 jours cette année. Okay, très bien. Est-ce que ça, c'est ouvert aux étudiants qui s'intéressent à EPE? Il faut s'inscrire en ligne? Alors, c'est ouvert aux étudiants, mais sincèrement, je pense que si cette année ils assistent au colloque, ils vont se faire une fausse idée de ce qui est le parcours EPE. Parce qu'en réalité, cette année, nos étudiants, pour travailler toutes les compétences que M. Le Goupil a très bien expliquées concernant la capacité à organiser un événement, qui ce sont des compétences importantes aussi pour nos étudiants, ils vont collaborer dans l'organisation d'un colloque scientifique, donc lié au parcours EPE, puisqu'il porte en grande partie sur l'Europe, mais qui n'est pas un rapport aussi direct que les colloques DDC, du parcours DDC. Donc, pour moi, je ne peux pas les encourager à venir s'ils veulent se faire une idée de ce qui est le parcours EPE, sincèrement. D'accord, on est un peu plus sur un colloque scientifique cette année. OK. Je vais enchaîner rapidement avec quels sont nos aspects professionnalisants en implantation des entreprises à l'international. J'ai déjà dit qu'on participe au prix à la vocation internationale. En fait, c'est un concours qui est organisé par la Chambre des commerces exportants externes, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. Et dans ce concours, on va choisir une entreprise normande et l'accompagner dans son développement et de son expansion. Et donc, afin d'accompagner l'entreprise, les étudiants, ils ont des réunions assez régulières avec l'entreprise avec laquelle ils travaillent. Ils vont voir avec eux leur stratégie, ils vont essayer de comprendre N+1, N+2, N+3, quels sont nos objectifs financiers. Ils vont travailler sur le budget. Et puis, ils vont aussi, M. Le Goupil et M. Fettes ont tous les deux utilisé le mot réseau. Et c'est clair qu'on a besoin de travailler son réseau pour se faire embaucher par la suite, que ce soit par le biais de ces projets qu'on fait en cours et la mise en relation avec la communauté à l'extérieur de l'université, ou que ce soit par le réseau concret lors de son stage. Donc, chez nous, c'est pareil, cours dispensés par des professionnels, que ce soit des avocats, des conseillers. On a un collègue qui est conseiller en vin. C'est super intéressant, son approche au marketing international, par exemple. Chaque parcours va avoir ses exercices précis pour travailler les compétences, pour que vous soyez opérationnel et autonome dès que vous partez en stage. Très rapidement, on revient sur la mobilité, juste pour vous donner un aperçu, comme Mme Garcia Garrido a dit, c'est Mme Nadia Tahir qui est notre responsable de mobilité en M1. Elle va étudier vos demandes, votre dossier. Elle va faire une comparaison de notre côté avec ce que proposent nos partenaires et elle va essayer de vous matcher au mieux. Donc, nous avons bien sûr des échanges Erasmus qui vont avoir lieu en Europe. Comme nous avons des échanges qui s'appellent des échanges interuniversitaires, ça va être des lieux en dehors de l'Europe. Donc, on a quelques universités aux États-Unis, par exemple Texas A&M, où je n'ai pas étudié. Arkansas State University, on a aussi un partenariat avec Kentucky qui est quelque part dans la liste, juste comme on a des partenariats en Amérique latine, en Chine, au Japon, etc. On ne peut jamais vous garantir une destination précise. Hein? On va étudier toutes les demandes, toutes les offres et Mme Tahir fait des propositions. On essaie de trouver un bon compromis pour tout le monde, mais voilà comment ça fonctionne.
Madame Garcia-Garrido l'a déjà dit, en M1, c'est 8 semaines à l'étranger ou en France, mais souvent les étudiants restent dans leur pays de mobilité. On est sur un rapport de stage d'une 20aine de pages. Là, vous allez voir de la promo 2020, Pauline Buisson, qui a travaillé pour la famille Dupont, et c'est-à-dire qu'elle a travaillé pour un producteur de Calvados. Bien sûr, c'était fort sympathique pour elle. Elle a beaucoup apprécié cette expérience. Mais comme elle a pu faire la visite de la production, elle a dû remplir tous les papiers export pour les produits. Donc, elle avait à la fois des missions très techniques, mais des missions un peu plus, on va dire, service client. Pour nos étudiants en IUI, comme pour les étudiants dans les autres parcours, on va avoir une partie dans le rapport de stage où vous allez nous donner un projet précis. Dans le cas de Pauline, les producteurs de Calvados Pomme au cidre se posent la question, quel est le potentiel du marché asiatique pour ces boissons à la base de la pomme? Et donc, même si dans cette année-là, 2020, juste avant Covid, l'entreprise n'était pas sûre qu'il voulait s'exporter au Singapour. Donc, Pauline a proposé un projet d'implantation à Singapour pour la famille Dupont. La bonne nouvelle, c'est en 2022, ils reviennent à la charge pour voir s'ils peuvent poursuivre cette implantation. On est sur un minimum de 20 semaines à l'étranger ou en France. Ça va dépendre sur votre projet personnel et professionnel et aussi votre parcours. Et on est sur un rapport de stage d'environ 40 pages. Ça me semblait important de vous donner quelques exemples des missions. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait, que ce soit en MO ou M2, parce qu'on va demander dans la recherche de stage que vous trouvez quelque chose qui a un rapport avec votre parcours. OK? Si je fais IUI, il faut que mon projet ait un aspect international. Par exemple, nos étudiants ont déjà fait dans leur stage l'élaboration des plans d'implantation. Nos étudiants ont beaucoup aidé les entreprises avec la gestion de leurs réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que votre génération peut vraiment apporter comme compétence parce que souvent, les gérants ne sont pas eux-mêmes très branchés côté réseaux sociaux. Donc, c'est une compétence et un avantage de votre côté. J'ai eu une étudiante qui a traduit toutes les fiches produits dans une langue étrangère. Beaucoup d'étudiants travaillent le portfolio de leurs entreprises et ils remplissent la base de données avec des clients étrangers potentiels. Il faut savoir qu'en IUI, on est vraiment sur le business development. Donc, effectivement, vous téléphonez beaucoup, vous faites beaucoup de mails, vous faites beaucoup de contacts via Instagram afin de pouvoir élargir la base de données de clients pour votre entreprise. Donc, voilà quelques idées de IUI. Alvaro, je te laisse intervenir pour EPE. Oui, merci beaucoup. En fait, nos étudiants, en général, ont une mission principale dans le cadre de leur stage et cette mission est en général liée à un projet européen précis. C'est soit le montage d'un projet avant sa soumission à la Commission européenne, soit la gestion ou le contrôle d'un projet qui est déjà en cours. Mais en plus de cette mission principale, il y a beaucoup de tâches transversales et qui peuvent porter, par exemple, sur l'organisation des conférences, des réunions parmi les différents partenaires, parties prenantes du projet. Souvent, il s'agit de réunions internationales, puisque la plupart de ces projets-là ont des partenaires de différents pays européens et parfois même des partenaires extra-européens. Bien entendu, aussi, une mission importante pour nos étudiants, c'est la veille sur des éventuelles opportunités de projets qui pourraient convenir à la structure dans laquelle ils sont en train d'effectuer leur stage. Mais il y a aussi d'autres missions liées par exemple parfois à la communication ou au reporting financier et d'autres types de missions. Mais en général, tout est lié à un projet européen ou à l'animation d'un réseau d'éventuels partenaires ou parties prenantes des projets européens. OK. Et Didier, pour DDSC?
Alors, merci beaucoup Alvaro. À la différence de mes deux collègues, effectivement, les champs d'intervention et les missions sont un peu plus variés, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement toujours du montage de projet, ça reste quand même la participation à un projet en lien avec le développement durable, mais le fait que nos étudiants puissent aller dans différents types de structures, les missions peuvent être assez différentes, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, le stage se déroule dans une ONG qui fait de l'éducation à l'environnement, eh ben, on se retrouve finalement à faire de la sensibilisation, à faire des ateliers et des choses comme ça avec des publics scolaires ou autres. Ce qui peut être assez différent lorsqu'on travaille, par exemple, dans une collectivité et que l'on va faire de la communication pour les habitants ou organiser des réunions publiques, encadrer un certain nombre d'événements, etc., même participer à l'organisation d'événements. Donc ça, c'est encore autre chose. Et puis, il y a tout le volet, donc essentiellement quand même, pratiquement dans toutes les missions, il y a de la communication. Hein, c'est-à-dire qu'on attend de nos étudiants qu'ils sachent prendre en charge en fait des missions de communication, c'est-à-dire concevoir des plans de communication, concevoir des documents, faire des publications sur les réseaux sociaux ou animer les réseaux sociaux, sans être forcément webmaster à plein temps, mais en tout cas de produire du contenu, de le diffuser, et puis d'interagir aussi avec le public. Hein, ça, c'est relativement transversal. Et puis après, ben, effectivement, dans les collectivités ou dans des ONG, par exemple, il peut y avoir un volet concertation, c'est-à-dire vraiment d'aller vers le public, vers les citoyens, les parties prenantes, pour les associer à des projets. On parle de plus en plus d'ailleurs de co-construction, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans de la communication à partir de projets qui sont déjà tout ficelés, déjà conçus par les pouvoirs publics et qu'il s'agit de faire passer auprès du public, de faire accepter, mais il y a véritablement maintenant, en tout cas dans les transitions énergétiques par exemple, des projets en co-construction. Et donc, il faut des gens qui puissent animer ces réseaux, qui puissent diffuser de l'information, aller à la rencontre des citoyens, faire remonter aussi de l'information, etc. Donc en fait, c'est des missions assez variées, et y compris à l'intérieur d'un stage, il y a toujours une mission principale qui permet en fait, d'identifier une fonction, hein, par exemple chargée de communication, mais là aussi, pas mal de missions secondaires qui viennent compléter, etc. Donc, c'est aussi, je pense, ce qui est assez formateur dans ces stages, c'est l'aspect un peu touche-à-tout malgré tout. Hein, c'est-à-dire que nos étudiants sont associés, ils assistent à toutes les réunions, on leur demande de faire vraiment à la fois du terrain, à la fois de la recherche, de la veille aussi documentaire, hein, par exemple d'aller regarder de près les textes de loi qui encadrent, par exemple, le code de l'environnement, avant qu'une mairie, par exemple, décide, je ne sais pas, de mettre des pistes cyclables, par exemple, hein, typiquement sur un territoire, bah, que disent les textes, hein, que dit la législation, etc. Donc nos étudiants peuvent être aussi, donc c'est pour ça aussi que la dimension juridique, elle est présente, hein, dans le master. Il y a des cours de droit de l'environnement parce que c'est important. C'est bien d'avoir des idées, de monter des projets, mais s'ils ne sont pas conformes aux lois, ça ne va pas très loin. Hein, donc voilà, on a des gens qui sont un peu des couteaux suisses, en fait, je dirais, de la transition écologique, qui vont avoir des connaissances suffisamment variées, suffisamment larges, et surtout qui savent où trouver l'information, hein, puisque voilà, ce ne sont pas des bibliothèques vivantes, mais ils savent où ils peuvent aller chercher l'information, et ils sont des personnes ressources en fait pour les structures qui les accueillent. OK. Et par exemple, ici, vous allez voir les types de structures qui ont accueilli nos étudiants en DDSC, EPE, IUI. Moi, je me permets de commencer. Donc, on a des étudiants qui ont travaillé chez Filt. Vous avez peut-être entendu parler de Filt parce que leur filet de marché a eu beaucoup de succès. C'était même sur la couverture de Vogue il y a 2 ans. C'est une entreprise qui est reconnue comme patrimoine vivant. Et ça, c'est une label qui est important pour le savoir-faire artisanal. Permagloire Calvados et les Vire qui recrutent encore chez nous cette année pour tout ce qui est export de beurre et produits laitiers en Asie.
déjà mobile, un système de paiement avec le téléphone. Maintien, qui est super intéressante comme entreprise, ils font des portes coulissantes anti-feu. Et je trouve ça important de savoir que des fois, on a des étudiants qui travaillent avec des produits un peu sympathiques comme les biscuits, ou l'année dernière, on a un groupe qui a travaillé pour le PV avec le petit vapoteur. Et au début, j'étais un peu inquiète parce que vaper versus cigarette et tout ça, mais finalement, petit vapoteur aussi avait travaillé avec nous pour le PVI. Donc, il y a des produits un peu plus, on va dire, abordables peut-être comme les biscuits et les e-cigarettes, mais il faut savoir que les portes coulissantes anti-feu sont aussi importants et il faut être vraiment ouvert à savoir on pourrait travailler avec n'importe quel produit. Bien sûr aussi, les parfums Christian Dior, c'était un produit de luxe. Malheureusement, cette année-là, c'était l'année COVID, donc je n'ai pas reçu personnellement un parfum de Christian Dior, même si j'avais bien espéré pour la soutenance. Calibracier, c'est pareil, c'est pour travailler l'acier. Et puis, le Chambre de commerce franco-russe ou le Chambre de commerce à Madrid. Donc, vous voyez, ça peut être tous les secteurs en IUI. Des fois, on me pose la question, je veux faire IUI, mais je veux peut-être travailler pour une NGO ou une association. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas le choix le plus fréquent, mais bien évidemment, quelqu'un qui veut travailler pour une NGO, les NGO, ils ont aussi besoin de stratégies d'implantation, de diversification, de marketing international. Ça aussi, c'est possible. Ce n'est pas la majorité de nos étudiants, mais de temps en temps, nos étudiants vont faire leur stage avec une NGO et éventuellement y travailler aussi. OK. Alvaro, que font nos EPE? Bon, alors, j'ai indiqué ici un exemple ou quelques exemples de ces stages que nos étudiants ont effectués l'année dernière, en 2022. Donc, vous voyez, il y a à peu près une dizaine de stages par rapport à la vingtaine d'étudiants qu'ils sont. Mais en réalité, j'aurais pu indiquer la vingtaine de stages qu'ils ont effectués et ils sont tous concentrés dans 3 domaines précis. Donc, si vous voulez, dans 3 types de structures. D'un côté, les structures liées à la recherche et les universités. Donc, vous voyez ici, par exemple, le laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie à Orsay, ou l'université Mälardalen en Suède, ou les CITC, qui est une école d'ingénieurs à Caen, ou encore les IRT Jules Verne à Nantes. Ça, c'est des exemples de ces structures dans lesquelles ils vont surtout travailler dans des projets Erasmus+, liés à l'enseignement, ou Horizon Europe liés à la recherche. Il y a un deuxième type de structures, que ce sont des collectivités territoriales. Et donc, là, ils vont travailler surtout à travers des projets FEDER ou FEADER. Donc, c'était par exemple le cas de la région Normandie ou la direction des relations internationales de la ville de Caen. Et puis ensuite, un troisième type de structures qui peuvent accueillir nos étudiants, ce sont des structures plutôt internationales, comme c'est le cas de la European Platform for Rehabilitation ou la Association of European Border Regions à Bruxelles. Donc, ce type de structure travaille surtout en général des projets de type Interreg, qui impliquent de différentes régions, de différents pays. Donc, essentiellement, ça avec quelque chose qui est en train de se développer beaucoup en France, j'aurais dû mettre un exemple aussi, qui sont les pôles de compétitivité, qui aident les entreprises. Ce sont les 4 grands types de structures qui accueillent nos étudiants dans leurs stages. OK, merci Alvaro. Et Didier, nous voyons aussi sur ce diapo les structures qui ont accueilli les étudiants en DDSC. Voilà, ça c'est celle de l'an dernier. Donc, alors là encore, on retrouve trois grands domaines. Les collectivités et les agences de l'État. Donc l'Agence normande de la biodiversité, par exemple, la NBDD, ou le Conseil départemental du Finistère, ou encore la région Normandie,
qui sont, la région Normandie prend des stagiaires hein, dans nos parcours, enfin en tout cas en EPE et également en DDSC régulièrement, puisque c'est une grosse collectivité, une grande structure qui accueille pas mal de stagiaires. Nous avions une étudiante également qui a fait son stage à la métropole de Lyon. Alors la métropole de Lyon, hein, voilà, 3e ville de France, c'est quelque chose d'énorme. Et elle a travaillé sur les solutions inspirées de la nature, c'est-à-dire en gros essayer de lutter contre l'imperméabilisation des sols, hein, puisqu'on sait que c'est un gros problème. Et d'ailleurs, c'est un engagement de l'État de ne pas développer davantage l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols. L'avantage, c'est que la pluie qui tombe s'enfonce dans le sol et va dans la nappe phréatique plutôt que de se répandre dans les rues et de faire des inondations, par exemple. Hein, donc, elle avait pour mission de monter, enfin, de participer à la mise en place d'un salon, d'une exposition pour les habitants de Lyon, de faire en quelque sorte de la médiation scientifique sur cette question de la gestion des eaux pluviales dans la métropole de Lyon. Donc un très vaste chantier, un vaste sujet dont elle s'est, je trouve, bien acquittée, parce que il faut d'abord comprendre bien les enjeux, il y a des aspects techniques, et puis il y avait des aspects là aussi de communication, etc. Alors ça c'est le premier type de structure. Le deuxième, ce sont Pardon, excusez-moi. Le deuxième, ce sont évidemment les ONG, les associations. Donc une association comme représente.org, qui est une association qui propose enfin c'est même une entreprise, je crois, une coopérative. Hein, donc ils ont un statut un peu entre les deux, mais qui propose des activités pour les comités d'entreprise, mais des activités qui soient, disons, meilleures du point de vue environnemental et du point de vue social, c'est-à-dire avec une vraie valeur ajoutée du point de vue écologique. Voilà. L'association Y-Graine, alors qui fait de l'éducation populaire en région parisienne pour essentiellement les jeunes et les enfants des quartiers sur l'environnement, sur le développement durable. Donc c'est dans ce cadre, par exemple, qu'ils ont été amenés à faire des ateliers cuisine ou ce genre de choses. Ils ont participé également à un grand festival qui s'appelle Solidays, hein, avec un stand, enfin voilà, ce genre de choses. Même chose avec Green Cross Sweden, qui est une ONG internationale qui œuvre plutôt pour les droits humains. Et puis, quelques entreprises, mais il faut bien dire que la plupart du temps, ce sont des entreprises qui appartiennent à l'économie sociale et solidaire. Et par exemple, une imprimerie qui est à Cherbourg, qui s'appelle Handyprint, et dont une grande partie en fait, de leurs employés sont des gens en situation de handicap ou des gens qui sont en cours de réinsertion après des accidents, etc. Donc, une entreprise avec une dimension inclusive très affirmée et relevant de l'économie sociale et solidaire. Mais de plus en plus, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des entreprises, et Madame Wells l'a bien dit, ont cette obligation aussi et cette volonté de faire de la RSE, c'est-à-dire d'un mieux-disant environnemental, de se mettre aussi en conformité avec les lois. Et donc, il y a une offre de stage et une offre d'emploi de plus en plus abondante dans des entreprises classiques, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas pour vocation d'être qui sont ni des coopératives, ni qui ne s'inscrivent pas non plus dans l'économie sociale et solidaire, mais qui ont besoin aussi d'étudiants formés aux enjeux environnementaux notamment. Voilà. J'espère que c'est clair. Voilà, je pensais que ça sera intéressant pour vous de voir un petit peu où est-ce que ces étudiants ont travaillé lors de leur stage, que ça puisse vous aider à vous projeter dans qu'est-ce que vous allez pouvoir faire si vous choisissez X, Y, Z parcours. On l'a déjà dit, plusieurs de nos étudiants terminent leur diplôme avec un CDD ou un CDI en poche. Et par exemple, j'ai une étudiante sur un CDD pour Nodalview qui est, comme j'ai dit, un agent immobilier qui part sur le virtuel à Bruxelles. Elle est business developer. Une étudiante qui est consultant pour IDELA en France. C'est un cabinet de consultants spécialisant sur les conseils du vin et l'export du vin. Mindtech, qui a acheté Como Prices. On a une sales executive top niveau qui est là. Pauline, que vous avez vu, qui avait travaillé pour Permagloire
a pris un poste à VB Sport. Et VB Sport, ils font des filets. Et au début, sur son poste, Pauline était un peu inquiète parce que les filets de basket ou des filets de foot, ce sont des produits un peu bas de gamme, pas très chers. Donc, ce n'est pas la peine de les exporter. Mais il y a aussi des yachts et des catamarans qui ont besoin de filets. Et d'un coup, la boîte de filets a commencé un partenariat et a acheté une boîte de catamarans. Et maintenant, VB Sport va être le fournisseur de filets pour les catamarans. Donc, d'un coup, le boulot de Pauline est très intéressant. Elle part partout dans le monde pour faire les salons de navigation, pour convaincre les gens d'acheter des filets pour leur catamaran de la marque VB Sport. Et puis, on a quelqu'un qui travaillait chez Groupe Lactalis, que vous allez reconnaître dans le secteur agroalimentaire, qui est approvisionneur. Donc, voilà le type de poste. Après ces missions dans ce type de structure, voilà le type de poste que nos étudiants IUI vont décrocher. On a déjà entendu de la part de M. Le Goupil et M. Flattes qui a vraiment un très bon taux d'insertion pour nos étudiants de master. Alvaro, tu souhaites peut-être nous dire aussi quelques exemples de où les étudiants EPE arrivent en poste. Oui, très rapidement, en fait, bon, je ne vais pas donner les détails des 21 étudiants qui ont été embauchés depuis, mais j'ai indiqué quelques exemples et si vous avez été un peu attentif, vous avez pu remarquer qu'en fait, ces exemples correspondent aux endroits où nos étudiants ont effectué leurs stages, hein, puisque bon, l'étudiante qui avait effectué son stage au sein de l'université Malardalène, à Rouen, a été embauchée là-bas. Notre étudiante qui avait effectué son stage au sein du pôle thèse, aussi au CEREMA à Lyon, à l'ECTC. Deux étudiantes ont été embauchées à la région Normandie. Une autre étudiante a passé un concours et elle a été placée au CNRS à Caen en tant que fonctionnaire. Donc, en fait, nous savons de ces structures qui correspondent plus ou moins aux structures dans lesquelles nos étudiants effectuent leurs stages. Cette division que j'ai indiquée tout à l'heure correspond très bien, même si aujourd'hui il faut dire que c'est surtout dans les domaines de la recherche, hein, surtout dans les projets Horizon Europe, qu'on embauche le plus. Encore que la région Normandie, c'est vrai, elle a effectué beaucoup d'embauches dernièrement hein, pour la gestion des projets FEDER et FEADER surtout, et FEAMP aussi. Hein. Donc, mais c'est surtout dans des laboratoires de recherche, dans des universités, dans ce type de structures qu'il y a beaucoup d'embauches dernièrement. Et de toute façon, c'est-à-dire, il faut être réaliste, il n'y a pas beaucoup de formations en France qui préparent justement à cette niche, qui permet d'avoir les qualifications et les compétences précises pour la gestion des projets européens. Et donc, par conséquent, il n'y a pratiquement pas de chômage dans ces domaines. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Je ne peux pas dire que ce sera le cas dans une vingtaine d'années, mais c'est sûr que dans les 10 années à venir, c'est sûr qu'il n'y aura pas de chômage dans ces domaines. Ah bah, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les étudiants qui s'intéressent à ce type de projet. Didier, je vois que pareil, comme a dit Alvaro, certains étudiants ont eu des postes après leur stage parce que je reconnais Y qui était sur l'autre diapo. Donc, Représente.org aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que ces structures sont en développement et sont encore parfois assez jeunes. Alors, pas toutes, hein, il y en a qui ont déjà une ancienneté, donc ne peuvent pas forcément embaucher quelqu'un de manière définitive, donc prennent des stagiaires. Le problème, c'est que nos stagiaires deviennent vite indispensables, c'est-à-dire qu'un stage qui se passe bien, en fait, le ou la stagiaire crée son poste. Et comme il participe ou elle participe au développement de la structure, et bien ensuite, il y a une possibilité de l'embaucher. Et en gros, c'est ce qui se passe. Mais dans pratiquement tous les cas, on a des stagiaires qui, alors sans faire le forcing, hein, je vous rassure, mais qui vont se montrer tellement compétents, tellement indispensables, qu'en fait, on va préférer les embaucher que de prendre quelqu'un qu'il faudra former ensuite pendant des mois. C'est-à-dire, ils sont opérationnels, ils ont généralement
développer, enfin, la part qu'ils ont apportée au développement de la structure permet de créer un poste pour eux. Donc, c'est vraiment la situation idéale, c'est-à-dire que quand ils ont apprécié leur stage, eh ben, ils restent en fait dans la structure. Et donc, alors c'est vrai ça, surtout pour, je dirais, pour les associations ou les ONG, hein, puisque là, effectivement, et typiquement, c'est la satisfaction en fait, et puis l'apport pendant le stage qui fait que voilà, elle se développe. Mais c'est vrai aussi, par exemple, alors la FNSEA, la FDSEA du Finistère, ça peut paraître enfin, si on connaît un petit peu le syndicalisme agricole, ça peut paraître un peu paradoxal que quelqu'un qui soit estampillé développement durable finisse par rejoindre ça. Donc, c'était l'étudiante qui était au conseil départemental et donc qui a fait de tellement bonnes choses, en fait, qu'elle a été elle a marqué un peu le territoire, on va le dire comme ça, et elle a été approchée par ce syndicat agricole qui a une volonté quand même de s'engager lui aussi dans des formes de transition et qui avait besoin justement d'expertise. Même chose pour le pays. Un pays, hein, c'est une zone qui correspond à une communauté de communes, un peu plus. Donc, dans le Pyrénées-Méditerranée, même chose, c'est quelqu'un qui a quasiment créé son poste, c'est-à-dire que voilà, le travail effectué a fait que les élus ont tout fait pour pouvoir la titulariser. Même chose en Espagne, hein, puisque Obin, c'était le développement d'une appli, justement, un peu ludique, un peu sur le modèle de Too Good To Go, mais sur plutôt comment améliorer en fait ses pratiques au quotidien et devenir plus écolo au quotidien. Donc notre étudiante a participé au développement de cette application. Elle a aussi fait bénéficier l'association des langues qu'elle pratiquait, c'est-à-dire en faisant une version en français, une version en anglais d'une appli qui était au départ en espagnol. Et même chose, c'est-à-dire qu'elle est devenue très très vite indispensable. Et ça a été un facteur de développement énorme, puisque c'est au niveau du public touché c'était sans commune mesure entre le début de son stage et la fin de son stage. C'est devenu une appli quasi incontournable. Donc voilà, en gros, c'est ce que le stage permet, c'est-à-dire que le stage peut être aussi une expérience professionnelle et puis finalement, vous aurez envie de travailler dans un autre domaine, ça, c'est pas du tout un problème. C'est déjà une sorte de tremplin, mais pour beaucoup qui trouvent leur stage enrichissant et qui aiment leur contexte de travail, eh ben, assez souvent, malgré tout, ça leur permet d'avoir un emploi au bout et de faire ce qu'ils aiment, quoi. Donc c'est plutôt là aussi des raisons d'être optimiste dans un monde où la situation des jeunes n'est pas forcément évidente. Franchement, on a de grandes satisfactions avec nos étudiants. Voilà, OK. Merci beaucoup, Didier. On va rapidement terminer pour laisser quelques minutes pour vos questions. Je vais en fait m'occuper de cette partie moi-même parce que les critères de sélection vont être pareils pour les 3 parcours avec une seule exception, c'est qu'en IUI, on demande une lettre de recommandation soit d'une tuteur professionnelle de votre L3, soit d'un enseignant, mais ceci reste néanmoins facultatif. Je vous explique pourquoi on demande cette lettre en IUI. Nous avons beaucoup de personnes qui postulent, souvent 150. Comme pour l'ensemble des parcours, nous avons une vingtaine de places. Donc, une lettre de recommandation pourrait être le petit en plus qui nous aide à évaluer votre dossier. Pour l'ensemble des parcours, vous allez voir, il y a une fiche candidature à faire. Il faut faire vos CV. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre dans vos CV toutes vos expériences professionnelles. On va vouloir savoir ce que vous avez fait. Et c'est très important, même si vous postulez à 10 masters ou 15 masters, comme c'est prévu par le nouveau dispositif de recrutement master, à 15 formations différentes, c'est important que la lettre soit adaptée à chaque formation. Déjà, quand nous lisons un dossier de candidature et on voit qu'on n'a pas mis le nom de la bonne université sur la lettre, on sait déjà que la candidature n'est pas très sérieuse. Donc, s'il vous plaît, vérifiez que vos lettres soient adaptées pour chaque université à laquelle vous allez postuler. On va demander vos relevés de notes. On sait que pour certains étudiants, il y a de la mobilité en semestre 6, donc on sait que c'est semestre 5 et des fois, on le reçoit semestre 6 plus tard.
Pour les étudiants ou les candidats étrangers, on va demander une attestation de niveau de français. Et pour les francophones, si vous avez déjà passé un certificat de langue, que ce soit anglais, espagnol, etc., c'est toujours intéressant de nous donner votre score si vous l'avez fait. J'insiste sur le fait que ça soit aussi facultatif. Donc, cette année, nous sommes sur un nouveau dispositif qui est centralisé pour la France. C'est une plateforme de recrutement de master et la phase de candidature est le 1er mars au 3 avril. C'est un peu plus tôt la date limite cette année par rapport aux années précédentes. Donc, ça va être très important que vous vous concentrez pendant le mois de mars sur vos candidatures. Je sais, c'est un peu compliqué parce que c'est la fin de semestre souvent pour les étudiants L3 qui vont partir en stage, mais il faut vous organiser là, OK? Parce qu'il y a un mois à peu près où vous allez pouvoir candidater. De notre côté, avril, mai, juin, on va traiter et examiner les candidatures et puis avoir la phase d'admission qui va du mi-juin au mi-juillet, que ça soit bouclé avant les vacances estivales. On espère que ce nouveau calendrier qui est centralisé, ce nouveau système qui est centralisé, va permettre aux étudiants partout en France d'avoir leur réponse plus rapidement, plus efficacement et que vos projets puissent être fixés avant de partir en vacances. Comme ça, la rentrée est bien préparée. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que maintenant,